Ça y est, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue pour assister à cette table ronde sur le problème des migrations. Ce matin, dans le journal du dimanche, nous publions un sondage qui révèle que les Français donnent une très mauvaise note à leur président sur la gestion du problème des migrations, 3,7 sur 10. Mais à vrai dire, je pense que si on interrogeait toutes les opinions européennes sur ce sujet, ils noteraient très mal leurs gouvernants. Pour parler de ce sujet autour de moi, un panel d'experts, je pense, qui permettra d'aborder les sujets dans toute sa profondeur. Madame Giusy Nicolini, qui a été maire de Lampedusa, l'endroit où beaucoup de choses se sont passées et se passent encore en termes de migration. Monsieur Cheikh Kanté, ministre du suivi du plan émergent du Sénégal. Monsieur Christian Danielsson, directeur général en charge du voisinage et des négociations d'élargissement au sein de la Commission européenne, et monsieur Augustin de Romanet, président du groupe ADP, Aéroport de Paris. Mais c'est Olivier Pastré du Cercle des économistes qui va commencer et lancer la discussion. Merci Rémi. Juste une remarque. Si l'organisation peut faire passer des écouteurs, parce que Giusy va intervenir en italien, et peut-être que tout le monde ne parle pas couramment italien. Donc si la logistique peut faire passer... C'est un point important. Voilà. Cette remarque est en fait, cette table ronde est de très loin la plus importante de toutes les rencontres. Attendez, calmos, parce qu'il va y avoir d'autres moments où il faudra applaudir. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, ça ne nous est pas passé un quart de seconde à travers le cerveau de traiter ce sujet. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. Heureusement, il y a eu l'Aquarius. L'Aquarius a fait prendre conscience qu'il y avait un sujet majeur. Premier point. Deuxième point, sur ce thème, on est dans l'univers du gloubi-boulga. Alors, je ne sais pas comment on traduit ça en italien. C'est l'italien. C'était la nourriture de Casimir, pour les plus anciens d'entre nous. C'est-à-dire dans un univers de confusion absolue. Donc, mon boulot, encore plus que celui des intervenants, ça va être de planter le décor. Et j'insiste auprès de Rémi pour qu'on ne sorte pas de cette table ronde sans des propositions concrètes. Parce qu'il n'y a qu'à Faucon, c'est pas adapté. Voilà ce que je voulais dire en introduction de mon introduction. Maintenant, juste 2 chiffres, je pourrais en citer 10 et on en citera d'autres, mais juste 2 chiffres pour fixer les grandes masses. Il y a aujourd'hui 1 milliard d'êtres humains en mobilité, dont 220 en mobilité internationale, avec une multiplication par 4 au cours des 4 dernières décennies des migrations internationales. Donc on est sur des chiffres qui sont extraordinairement importants. Deuxième chiffre, pour avoir des ordres de grandeur, on estime que d'ici 2050, les migrations environnementales toucheront entre 200 millions et 1 milliard d'êtres humains. Donc là aussi, c'est des chiffres absolument monstrueux dont on n'a aujourd'hui pas conscience. Et donc, pour essayer d'y voir un peu clair dans ce gloubi-boulga, je suis obligé de relire mes notes, je pense qu'il faut distinguer 3 sujets qui sont des sujets disjoints. Et pour chacun de ces 3 sujets, il y a, à mon avis, 4 thématiques. Donc vous prenez un papier, un crayon, vous faites 3 colonnes et puis 4 trucs et puis vous notez et à la fin vous aurez compris. Quels sont les 3 phénomènes ? 1, il y a l'émigration, L'. 2, il y a les plus loin migrations proprement dites. Et 3, il y a l'immigration. Ces 3 sujets qui sont des sujets disjoints. Et dans ces domaines, il faut faire la part des choses entre 1, les fantasmes, qui sont nombreux, 2, les certitudes, qui sont rares, 3, les questionnements, c'est quand même utile, et 4, les solutions. Allez, on commence par l'émigration, L', pour ceux qui prennent des notes.
Au niveau des fantasmes, il ne faut pas croire que le co-développement, et Sheikh dira le contraire, mais c'est pour ça qu'on est là, que le co-développement est une solution miracle, c'est-à-dire qu'il suffit de développer l'Afrique pour que tout aille bien. Quand on voit les chiffres, on est sûr qu'il faut du co-développement, mais on est sûr aussi que ça va être plus compliqué qu'il n'y paraît et que, évidemment, les moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui ne sont pas réunis. Voilà pour les fantasmes. Pour les certitudes, ça c'est assez simple. Pour les pays d'émigration, il faut, de la diversification. Prenez des notes, prenez des notes. Des infrastructures. Voilà pour les certitudes. Ça, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Au plan des questionnements, une des questions centrales pour les pays d'émigration, c'est celui du brain drain, c'est-à-dire comment est-ce que on arrive à faire en sorte que les élites ne partent pas toutes, que au moins une partie revienne. L'équilibre à trouver est extrêmement difficile et ça fait partie des questions majeures. Quant aux solutions, alors là c'est assez simple. 1, l'éducation. 2, l'éducation. 3, l'éducation. Sachant que dans la plupart des pays d'émigration, le système éducatif, là aussi Sheikh en parlera, est dans un état de bordel absolu. Et donc, il faut du quantitatif et du qualitatif. Voilà une première solution. Deuxième solution, le financement dans ces pays des petites et des toutes petites entreprises. Tous les systèmes financiers qui sont en place aujourd'hui sont incapables de financer ce type d'entreprise et dans des pays dans lesquels les systèmes bancaires sont complètement archaïques. Et donc là, il y a un problème absolument majeur. Et enfin, il faut aussi dire que dans ces pays-là, il y a un problème de planning familial qui, malheureusement, se pose et qu'il faudra adresser, comme on dit. Voilà pour l'émigration et l'apostrophe. Maintenant, on va parler d'émigration, des plus loin migration, je dis ça pour ceux qui n'auraient pas compris. Pour les fantasmes, c'est assez simple. Croire, comme certains, notamment en Italie, que le répressif va tout régler, je pense que c'est une absurdité. On ne peut pas s'appuyer que sur le répressif, mais après le fantasme, une certitude, il est clair qu'il faut une politique sécuritaire qui soit plus développée qu'aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, Frontex, c'est à hurler de rire. Frontex, il faut multiplier, chers camarades de la Commission européenne, les moyens par 2 demain matin. Stop, temps écoulé, ça va être un peu dur. Maintenant, quant aux questions, le devoir d'ingérence. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la Libye? Jusqu'où on va pour faire en sorte que ce pays collabore? Et parmi les solutions, comment créer des partenariats avec des pays clés, même s'ils ne sont pas sympathiques? Et c'est le cas notamment, on en parlera, de la Turquie. Voilà, dernier point, l'immigration en matière de fantasme. Là, juste un chiffre, je voulais en citer 2, mais j'en citerai qu'un. L'Europe, pour maintenir sa population active, doit faire venir 30 millions d'immigrés dans les 20 ans qui viennent. Économiquement, c'est une absolue certitude. Politiquement, je le sens pas complètement, mais il va falloir absolument faire quelque chose. En matière de certitude, c'est très simple. Il y a 2 choses. 1, les réfugiés politiques. 2, les réfugiés économiques. C'est pas la même chose. Et pour les réfugiés économiques, il va falloir réouvrir les dossiers du regroupement familial, de l'immigration sélective, si on veut y arriver. Deuxième certitude, Dublin 2, c'est de la merde. La règle qui oblige le pays d'arriver à gérer les arrivants, c'est absolument intenable. Là aussi, je pense qu'il faudra en parler. Et il faudra, de ce point de vue-là, aider l'Italie, même si son gouvernement n'est pas forcément totalement sympathique aujourd'hui. Au niveau des questionnements, là, je passe rapidement. La question principale, c'est comment est-ce qu'on exclut de l'Europe les pays du groupe de Visegrad, parce que s'ils veulent pas coopérer, on va pas y arriver. Donc, franchement, il faut régler ce problème-là d'une manière ou d'une autre. Et la solution en matière et je terminerai par là, la solution en matière d'immigration, c'est la pédagogie.
il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer un truc très simple sur lequel tous les économistes sérieux, il y en a quelques-uns, sont d'accord, c'est que l'immigration a des effets positifs pour l'économie qui accepte l'immigration. C'est démontré 43 fois. Mais ça, il faut le dire et le répéter sans cesse. Voilà. Je voudrais quand même terminer sur une note d'optimisme. Je rappelle que de 1840 à 1940, l'Europe a connu un mouvement d'émigration de 40 millions de personnes et ça s'est finalement pas si mal passé. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on est arrivé à gérer le problème des boat people. Donc, si on se donne les moyens, il y a évidemment des solutions sous réserve qu'on parle vrai. Et là, je terminerai vraiment. Ça interroge nos élites. On fait tous partie de l'élite. Et on est responsable. Et si les gens votent Front National en France, c'est de notre faute. Parce qu'il faut leur expliquer à ceux qui votent, et qui ne sont pas tous méchants, il y a un problème, on peut le résoudre. Tout le monde ne mange pas le pain des Français, mais si nous, à notre niveau, on ne fait pas un effort de pédagogie, nos élites seront coupables et elles seront responsables de la situation actuelle. Et j'ai une dernière proposition, et ça vous obligera à regarder Wikipédia une deuxième fois. Il faut que nos élites deviennent des zélotes. Merci. Merci Olivier. Madame Nicolini, je vous passe la parole pour que vous nous racontiez un petit peu à la fois ce que Lampedusa a vécu, vit encore aujourd'hui, et réfléchir aussi à la façon dont l'Italie peut sortir de la situation dans laquelle elle est placée aujourd'hui. Attends, l'interprète italien est dans une autre salle. On en a qu'un, donc on va changer. Sì, posso cominciare? Voilà. Canale 3. Et accessoirement, si la technique 3. pouvait distribuer Sinon, des... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle italien qui peut Canale venir traduire? 1. Rémi, on change l'ordre. Oui. On va changer l'ordre alors. Effectivement, on va donner la parole à Monsieur Kanté, ministre du suivi du plan émergent au Sénégal. Merci, chers amis. Je me disais tout à l'heure qu'un sujet aussi important nécessite quand même une réflexion historique. Et j'ai pensé pouvoir rappeler que ce phénomène de migration est vieux comme le monde. Parce que quand les anthropologues nous disent que le premier homme sur Terre est sorti d'Afrique, et qu'après, par une dynamique migratoire, une dispersion, nous sommes peuplés comme nous le sommes aujourd'hui. Finalement, la mondialisation n'a pas favorisé tout simplement la circulation des biens et des services, mais la mondialisation aussi a facilité la migration des personnes. Et finalement, c'est devenu une discipline économique à travers l'économie du développement, traitée par Hirschman, des Nobel comme Lewis et Guinard, qui ont campé ce sujet, et finalement leur thèse a abouti à la conclusion que l'immigration était un facteur de développement. C'était ça la règle. Rappelez-vous, quand il a fallu reconstruire l'Europe, c'est bien la main-d'œuvre étrangère qui est venue un peu aider nos amis européens à la reconstruction. Et cette immigration a participé à la croissance et même aux 30 glorieuses années. C'est un phénomène qui est là, qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, cela a pris une autre dimension, parce que suivant les chiffres de la Banque mondiale, l'année passée, il y a eu plus de 250 millions de migrants dans le monde. 250 millions qui ont envoyé, c'est-à-dire ces migrants ont envoyé aux ménages et dans leur pays d'origine 600 milliards de dollars.
Et dans ces 600 milliards de dollars, 450 milliards de dollars partent dans les pays en développement. Et ces migrants détiennent par devers eux 500 milliards de dollars d'épargne. Donc les deux combinés servent à financer le développement. Je peux donner l'exemple de l'Inde, hein, les immigrants indiens qui ont financé des infrastructures en Inde. Israël, qui ont financé des infrastructures en Israël. Mais aujourd'hui, ce phénomène a pris une autre dimension à cause des problèmes politiques, des problèmes de gouvernance. Et souvent, l'Afrique a sa part de responsabilité parce qu'on voit des jeunes Africains désespérés qui prennent des pirogues et vont se faire bouffer par les vagues des océans. C'est vraiment regrettable. La cause principale, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver des emplois chez eux. Ils n'ont pas d'espérance chez eux. Ils vont vers une quête de bonheur perdue des fois qu'ils ne trouvent pas. Alors, il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Ça divise le monde, la migration. Ça crée des sentiments de populisme. Ça met à rude épreuve le communautarisme mondial traditionnel qu'on a connu à travers les relations naturelles entre les peuples, entre les États. Que faut-il faire aujourd'hui? Parce que ce phénomène est un phénomène qui va s'amplifier. Quand j'ai lu le livre de Smith, qui dit que d'ici 2050, les 450 millions d'Européens auront en face d'eux 2,5 milliards d'Africains. Et si la population française suit cette courbe africaine, la France aura 700 millions de Français d'ici 2050 au lieu de 70 millions de Français. Donc il faut tout de suite, dans une logique prospective. Je rappelle que la prospective est une science bien sénégalaise parce que celui qui a créé, Gaston Berger, est né au Sénégal et a fait ses études ici à Aix-en-Provence. Dans une logique prospective, il faut trouver des solutions adaptées. D'abord, au niveau des pays d'origine, le problème qui se pose, c'est un problème d'adaptation à l'éducation, à la formation. N'est-ce pas? Avoir des politiques économiques qui peuvent fixer ces jeunes gens chez eux, au lieu d'aller migrer. Et que la forme d'immigration soit choisie dans une logique de valorisation du capital humain africain. Et qu'on crée les conditions de retour d'une diaspora expérimentée qui a pu bénéficier du savoir-faire, du savoir-être d'autres peuples, mais qui reviennent chez eux pour valoriser justement ce savoir-faire-là dans le cadre d'une contribution à l'épanouissement de leur continent. Je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Nous sommes... Et là, j'ai beaucoup d'espoir pour l'Europe. Parce que l'Europe a été toujours une Europe ouverte. Alors, oui. Vous allez terminer, M. Kanté, parce que votre temps, normalement, arrive à son échéance. Vous allez pouvoir reprendre la parole, si ça vous va. Oui, mais comme vous avez... On va changer donc un petit peu l'ordre. On viendra à Mme Nicolini ensuite, parce que vous avez lancé M. Danielson, en quelque sorte, en parlant de l'Europe. Donc, M. Danielson, peut-être vous pouvez enchaîner pour nous donner la vision de la Commission européenne sur ce sujet où elle est fortement bousculée. C'est ça. Merci beaucoup. Je vais essayer en français s'il y a un problème avec mon français. Comme vous voulez. En anglais. J'espère qu'il y a une interprète. Non, c'est un vrai défi politique pour l'Europe. C'est un vrai défi politique et réel globalement. Et c'est un aspect qui crée des divisions au sein des pays, mais aussi au sein de l'Union européenne. C'est la raison pourquoi c'est dans la priorité absolue dans la politique européenne aujourd'hui.
qu'est-ce qu'on doit faire? Laissez-moi indiquer 3 sujets. La première, il faut un système d'asile commun. Il faut un système d'asile commun européen. Et pourquoi? Parce que ça, c'est nécessaire pour sauvegarder la libre circulation de personnes. Et là, on a commencé, on a travaillé, mais il y a un aspect qui reste, et c'est la question qui a été un petit peu évoquée par professeur Patry, c'est la question de solidarité et de responsabilité. C'est-à-dire, quand les gens entrent en Europe, qui est responsable pour le processus, qu'on pourrait dire, et quelle est la solidarité avec celle-ci, les autres pays qui est aussi dans l'Union. C'est la première chose. La deuxième chose est la frontière extérieure. Pour ça, pour fonctionner, il faut que la frontière extérieure tienne. Il faut donner l'impression que nous sommes, Européens, en contrôle de la frontière extérieure. Et ça va dire solidarité avec les pays qui sont dans le front, c'est-à-dire Italie, Grèce, Espagne. Ça va dire aussi clairement que nous sommes ouverts pour la protection internationale, mais pour eux qui viennent irréguliers et qui sont là irréguliers, ils devraient aussi être en retour. Et il faut trouver un moyen pour le faire d'une manière efficace. Et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est ça que vous avez mentionné, Monsieur le ministre, c'est la solidarité et la coopération avec les pays transit et les pays qui sont les sources. Et là, on a vécu le travail que nous avons fait avec les réfugiés syriens, que je voudrais dire a été assez réussi, même que la tragédie pour ces réfugiés est énorme. C'est-à-dire les 3,5 millions de réfugiés en Turquie et les 1 million en chacun de Liban et de la Jordanie. Soutenir les réfugiés, soutenir les pays pour qu'ils pourra être ouverts comme il est aujourd'hui. Et ça va dire aussi pour la Libye, ça qu'on est en train de travailler avec là, très difficile, c'est-à-dire soutenir les fonctions publiques libyennes qui maintenant est en situation très très difficile pour les raisons que vous savez, mais aussi mettre en place des moyens pour soutenir les 900 000 personnes qui sont irrégulières en Libye aujourd'hui et leur donner la possibilité de retourner de ce pays propre. Et pour celui qui a le droit d'une protection internationale, d'avoir une possibilité d'aussi utiliser cette protection internationale, cette possibilité. Et dans ce contexte, exactement comme M. le ministre a indiqué, travailler très étroitement avec les pays de source pour les aider de faire affront de ce défi économiquement et aussi de gouvernance. Et là, je peux évoquer les différents instruments qui sont en train, mais c'est assez intéressant maintenant avec Banque mondiale, avec les autres institutions internationales. Nous sommes en train, je crois, un petit peu plus sérieux de mettre en place un modèle pour ce type de travaux. Et juste pour avoir une vraie possibilité de créer des systèmes pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour un développement économique positif, mais aussi dans les socio-économiques et dans l'éducation que vous avez mentionné, qui est si important. Finalement, je crois que c'est important, c'est 1 minute qui reste, et je crois que c'est très important de aussi avoir en tête les possibilités qu'il existe et les vrais win-win qui pourraient être là si nous avons un moyen de mettre en place une politique qui marche, c'est-à-dire de sortir d'une politique qui est basée aujourd'hui qu'il y a des personnes qui viennent irrégulières en Europe, qui mettent en sorte sa vie dans un voyage très très difficile et rentrer dans une logique avec une politique migratoire régulière qui est basée sur ça qui est dans l'intérêt européen, mais aussi dans l'intérêt sénégalais ou malien ou nigérien ou pour aussi prendre des autres continents. Et maintenir toujours la nécessité d'être en place en Europe, une ouverture pour celui qui a besoin d'une protection internationale. C'est ça un petit peu, je crois, est le défi. C'est difficile. Et le professeur Patry a mentionné qu'il y a des différents points de vue entre les pays membres. Ça, c'est vrai. Mais la bonne chose, c'est que c'est vraiment dans l'agenda politique maintenant, d'une manière qu'elle n'était pas le cas il y a quelques années. Merci. Alors,
Madame Nicolini, Monsieur Danielson a mentionné que l'Italie était sur le front et Lampedusa est sur le front du front. Donc depuis quelques années, il y a quelques années, le pape je crois, il est revenu dans une messe hier sur ce sujet, a lancé une alerte sur le problème de Lampedusa. Racontez-nous comment l'île a vécu ces années, dans quel état elle est, et votre vision d'italienne sur ce sujet. Venire da Lampedusa e rispondere a questa domanda, esiste una risposta globale alle migrazioni, può sembrare un paradosso. Vengo veramente da un microcosmo piccolissimo e lontanissimo. In realtà non solo Lampedusa, ma tutti i piccoli territori, mi riferisco in generale all'Italia, alla Grecia, ma anche ai piccoli territori delle frontiere interne degli Stati europei, come Calais e soprattutto Grand Saint, che a differenza di Calais ha deciso di provvedere a realizzare un campo dove accogliere i migranti invece degli inutili sgomberi che non servono a salvare né migranti né comunità locale. Credo che i piccoli territori abbiano dimostrato una forza e un coraggio da fare arrossire l'intero continente europeo e hanno maturato esperienze che possono esperienze preziose perché possono indirizzare le politiche di accoglienza. Lampedusa ha imparato dalla geografia, ha imparato che chi viene dal mare come naufrago deve essere salvato e guardando le persone scendere da quei barconi senza il filtro mediatico, cioè i lampedusani, chi sta in frontiera non lo sente il racconto delle migrazioni, lo vive. E quindi senza l'influsso malefico dei media che in questi anni hanno fatto da megafono alla peggiore propaganda politica, i lampedusani hanno imparato a soccorrere donne, uomini, bambini che hanno attraversato quel mare in condizioni disperate perché non hanno nessun'altra scelta. Quando diciamo salgono su quei barconi, certo, tra morire sulla terra di guerra o di fame, se la même chose, o rischiare di avere salva la vita, perché la morte è sicura su quei barconi. La cosa che si gioca è la vita, la possibilità di arrivare vivi. E quando li abbiamo visti scendere inermi, infreddoliti, nudi, scalzi, quando abbiamo capito dai loro racconti che le donne arrivano incinte perché sono state tutte stuprate nei campi della Libia, con le ustioni provocate dalla miscela dei carburanti con l'acqua di mare che entra in quei barconi già dopo poche miglia dalla Libia, quale fattore di attrazione esercitano i soccorsi? La tratta di esseri umani incassa i soldi, a differenza degli altri traffici illegali, della droga, del contrabbando, persino dello schiavismo, incassa i soldi prima della partenza. Che la persona arrivi viva, morta, congelata, morta di asfissia, morta annegata, morta di freddo, di ipotermia, perché non è soltanto il mare, il maltempo che li fa morire, ma tante altre cose, persino uccise sui barconi, a volte uccise perché lo scafista, per alleggerire il peso sulla barca, butta in mare lo zainetto dove la bambina aveva i medicinali per il suo diabete e la bambina muore sul barcone. Dopo aver operato per 20 anni come unico luogo di sbarco lungo la rotta del Mediterraneo centrale, la mia isola ha finito per dimostrare non solo che esiste una legge del mare, esiste il dovere di soccorrere chi arriva dal mare, chiunque esso sia, ma che è possibile farlo senza soccombere, senza spopolarsi, senza morire, ma anzi crescendo in turismo, in sviluppo, in servizi, perché il potenziamento dei servizi, che soprattutto durante la mia amministrazione lì è stato realizzato
per venire incontro ai bisogni e alle esigenze delle donne, quindi il ginecologo, dei bambini, quindi il pediatra, l'infettivologo per distinguere la scabbia da qualcos'altro, il dermatologo, l'infettivologo per evitare eventuali contagi. Servono anche per i lampedusani che non ce l'avevano un ginecologo H24, non ce l'avevamo un pediatra H24, è lo stesso meccanismo. Io ho potuto constatare in Uganda, dove sono stata dopo aver finito la mia sindacatura a Lampedusa. Lì, un paese poverissimo, piccolissimo, si stanno accogliendo 1,5 milioni di rifugiati sud-sudanesi con una dignità e una organizzazione inimmaginabile, semplicemente perché lì il governo ha investito nell'accoglienza, assumendola dentro le strategie di sviluppo e quindi incassando aiuti della cooperazione internazionale, donazioni e realizzando ospedali e scuole che gli ugandesi non avevano e ai quali possono accedere anche i cittadini ugandesi. Ciò non significa, io non nego che sia stato difficile, non nego che non ci siano stati conflitti, momenti di paura, smarrimento, ma ciò che ha salvato Lampedusa, e lo dico perché mi sembra la ricetta per i nostri paesi e per la nostra Europa, è stata la lotta incessante per sconfiggere la solitudine, per ottenere aiuto, solidarietà da parte dello Stato e della Regione. Abbiamo saputo ribellarci al destino di Guantanamo del Mediterraneo senza rinunciare ad esseri umani, senza riconoscere nel naufrago un invasore o la minaccia, ma individuando nelle politiche sbrigative ed egoiste del governo nazionale, prima di tutto, la causa di tutti i nostri mali. Una gestione emergenziale che finiva per oscurare e rinviare all'infinito i bisogni della comunità, che finiva per minacciare il turismo. Ecco perché i lampedusani hanno avuto paura di non poter più ricevere turisti oltre che migranti, perché i turisti non vanno, come sapete, nei luoghi che i TG descrivono come luoghi invasi dai barbari, e così effettivamente era stato per 2 lunghi mesi nel 2011, quando il governo italiano, guidato dall'allora ministro Maroni, perché tutti pensate adesso che ci sia una grande novità al governo italiano e dimenticate che la Lega al governo dell'Italia, del paese, c'era già stata senza avere portato, diciamo, a casa risultati straordinari sul fronte del contrasto all'immigrazione irregolare. E quella volta furono lasciati a Lampedusa per 2 mesi 7.000 ragazzi tunisini, e vi ricordo che Lampedusa ha meno di 6.000 abitanti. E allora sì, ci fu un crollo del turismo. Poi c'è stata una linea di demarcazione, c'è un prima e un dopo la visita del Papa, che avveniva proprio come oggi, l'8 luglio del 2013. E la cosa peggiore, la cosa che mai avrei voluto vivere, il grande naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013, dove persero la vita 368 eritrei, tutti giovani, le donne e bambini. Le bare furono 366 perché 2 corpi soltanto non abbiamo potuto recuperare. Quella volta lì vennero Barroso, Cecilia Armstrong, vennero a inginocchiarsi davanti a quelle bare, dissero mai più morti nel Mediterraneo, e veramente avevamo creduto che qualcosa si stesse muovendo, perché il Premier Letta tornò a Roma e fece partire l'operazione Mare Nostrum, la prima vera operazione umanitaria nel Mediterraneo. L'Europa mise nella propria agenda il tema. Juncker riuscì poi nel giugno 2015 a far approvare il piano di ricollocamento, che è miseramente fallito.
su 160.000 persone che in 2 anni avrebbero dovuto essere ricollocate, dall'Italia solo 12.000 persone sino ad ora sono state ricollocate. L'unica cosa che è cambiata è che aumentano i morti, aumentano terribilmente i morti, adesso soprattutto a causa della chiusura dei porti. Concludo solo questo concetto, poi avremo modo di approfondire altro. Dati dell'UNHCR e dell'OIM dicono che 1 persona su 7 muore in questo momento attraversando il Mediterraneo. Nello stesso periodo del 2017 moriva 1 persona su 38. E considerato che il crollo degli sbarchi, che già c'era stato grazie all'accordo con la Libia e all'opera del ministro Minniti, ha raggiunto minimi storici, gli arrivi sono diminuiti in Italia dell'85%, il dato che le morti aumentano è veramente grave e non può che essere addebitato alla cacciata brutale delle ONG dal Mediterraneo, all'arretramento del soccorso, ai porti chiusi, a questa barbarie che sta avanzando in Italia, nella quale in questo momento mi vergogno di vivere. Merci Madame Nicolini. Merci pour ce témoignage évidemment très fort qui, je crois, nous a appris beaucoup. Augustin de Romanet, c'est votre tour de prendre la parole pour nous aider à réfléchir, donc comme il le faut, je pense, même après les moments émouvants. Merci Rémi, bonjour à toutes et à tous. La question, y a-t-il une réponse globale aux migrations ? Au fond, Madame le maire de Lampedusa vient de nous dire qu'en fait, il n'y avait pas de réponse globale. Il y a simplement 2 exigences. 2 exigences dont Madame la maire de Lampedusa vient de montrer une magnifique illustration. Et c'est ce que j'essaierai de montrer. La réponse n'est pas globale. Il faut simplement, d'une part, avoir un cadre éthique et moral qui nous manque, et d'autre part, probablement des pratiques plutôt locales et de proximité qui sont les plus efficaces. Alors, l'heure est grave sur le sujet, tout le monde le dit. Un historien disait que peut-être certains verraient l'année 2015 avec le déferlement de la vague populiste comme la fin de l'Europe. Les chiffres, M. Kanté les a donnés. En 2050, il y aura 2 fois plus d'Africains qu'aujourd'hui et 10% d'Européens de moins qu'aujourd'hui. C'est donc un sujet majeur, fondamental, qui est devant nous. Et il n'est pas impossible que nous nous dirigions vers un monde de révolte. Le Premier ministre disait même un monde de colère hier. Alors, j'essaierai d'aborder 5 points très rapidement, puisque j'ai 6 minutes. D'abord, j'évacuerai rapidement une question qui obscurcit le débat politique, c'est la distinction réfugiés politiques, réfugiés économiques. Ensuite, on verra que les États ont perdu leur capacité d'accueil, des projets politiques qui intègrent la capacité d'accueil. En troisième lieu, je verrai que les démocraties sont à l'épreuve de leur exercice du pouvoir avec la question des migrations. Le 4e point, ce sera pour voir que même ceux qui sont censés se pencher sur la question ont des opinions extrêmement divergentes. Et enfin, j'essaierai de montrer quel est ce cadre éthique global dont nous avons besoin et quelles sont ces pratiques locales qui sont les plus efficaces. D'abord, la question des réfugiés économiques et politiques, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais vous le savez, depuis 1951 et la Convention de Genève, l'Europe a fondé sa politique d'accueil des réfugiés, notamment les réfusniks, ces juifs soviétiques, comme une espèce de projet politique de se battre contre le bloc de l'Est. Depuis, la distinction entre réfugiés économiques et réfugiés politiques a perdu beaucoup de son sens. Vous avez beaucoup de Syriens qui sont réfugiés politiques, qui ont des vrais projets économiques, et beaucoup d'Africains qui arrivent comme réfugiés économiques, mais qui ont failli mourir dans les geôles de Libye. Et quand M. Ciotti dit qu'aujourd'hui l'asile est devenu la procédure légale pour l'immigration illégale, on voit bien que ce sujet de confusion politique doit être élucidé. Mais il me faudrait plus de 6 minutes pour évoquer ce sujet.
Le deuxième point, les pays européens et occidentaux en général ont perdu leur capacité à intégrer dans leur projet politique. Je m'arrêterai une demi-seconde sur la figure emblématique de ce naufrage que sont les États-Unis, qui ont envisagé un instant de raison de séparer les enfants de leurs parents aux frontières. Et même le vocabulaire de la crise est signifiant. À l'époque où on accueillait 200 000 boat people, le mot de boat people était affecté d'un signe positif. Aujourd'hui, on les appelle les migrants, les clandestins, etc. C'est beaucoup plus négatif. Troisième point, les démocraties sont prises à la gorge. Vous vous souvenez, l'an dernier, on parlait des démocraties dans lesquelles les citoyens n'avaient plus confiance. Les citoyens pensent que les gouvernements ne peuvent plus rien. Et le domaine des réfugiés est un des domaines dans lesquels les États peuvent favoriser, donner le sentiment qu'ils sont dans l'action. L'histoire de l'Aquarius en est une parfaite illustration. On peut se déchaîner contre les réfugiés, ils n'ont pas de voix. Alors, ceux qui réfléchissent sur ces questions migratoires sont divisés, parfois même incertains. Je vais m'arrêter une seule seconde, bien que je ne sois pas expert en exégèse de la Torah. Je citerai simplement une des phrases qui est la plus citée dans la Bible, dans la Torah, pardon. « Souviens-toi que tu as été étranger en Égypte ». Eh bien, cette phrase est aujourd'hui même en Israël interprétée de deux façons très différentes, deux lectures opposées. Certains disent, cette phrase veut dire « Souviens-toi de ta condition d'étranger et accueille l'étranger comme tu aurais aimé être accueilli ». Et d'autres disent « Souviens-toi que tu fus étranger et ne le redeviens plus. Défends ta terre contre ceux qui la convoitent. » Alors, on pourrait multiplier les éthiques de l'immigration. Certaines sont contre l'immigration, d'autres sont pour. Alors, certaines sont favorables à l'accueil inconditionnel. Les libéraux de gauche, à certains égards, les chrétiens ont été longtemps pour un accueil inconditionnel, même si le pape François a mis beaucoup de bémols depuis quelques semaines. L'équipe libertarienne, vous vous souvenez de Ayn Rand, qui estime que chacun est propriétaire de son existence et peut aller où il veut. Et puis d'autres éthiques proposent une approche plus différenciée, l'éthique communautarienne qui veut qu'on préserve son patrimoine, la théorie du club qui voudrait qu'il faille payer pour accéder à un État, et enfin une position qui est plus réaliste, qui insiste sur l'importance de la confiance. Le Premier ministre évoquait hier, à juste titre, la course contre la montre contre les populismes. Et pour éviter que ce sujet des migrations ne devienne un drame à tous égards, il faut, me semble-t-il, se doter d'un cadre moral et politique soutenable sur le long terme. Quel peut être ce cadre ? Depuis les travaux de Pierre Cahuc, Jean Tirole, Robert Putnam, on sait que la confiance que se font les individus au sein d'une société est déterminante pour sa réussite économique. Et je crois qu'il faut fonder avec cet outil de la confiance, de nouveau, une éthique de l'immigration. D'abord, il faut veiller à ce que les migrations ne nuisent pas à la confiance à l'intérieur des pays et entre les pays. Exemple, en Europe, on fixe des quotas plus importants pour les pays les plus accueillants. Et pourtant, les pays les moins accueillants qui ont les plus petits quotas ne les respectent même pas. Quand l'Allemagne et la Suède accueillent tous leurs quotas, et qu'en revanche, la France et la Hongrie ne les accueillent pas, ça nourrit au sein de l'Europe des 27 un sentiment de défiance. Il faut absolument appliquer la loi par ailleurs, comme l'a dit M. Danielson, il faut appliquer rien que la loi, mais toute la loi, et notamment sur les frontières extérieures, il faut que l'Europe ait une politique cohérente. Alors, à l'intérieur de ce cadre global, sur lequel je ne m'étendrai pas trop, parce qu'on va bientôt me dire que j'ai dépassé mon temps, il faut des approches qui soient basées sur le local. Un prix Nobel, qui s'appelle Elinor Ostrom, a eu ce prix avec une théorie qui s'appelle « Gouverner les communs ». En gros, l'idée d'Ostrom, c'est de dire que pour gérer les biens communs, forêts, lacs, réserves, etc., il faut que les acteurs qui les exploitent se connaissent et se fassent confiance. La régulation de ces biens par le small talk est beaucoup plus efficace. C'est la gestion de proximité. Madame la maire de Lampedusa a tellement bien parlé que je vais m'arrêter là, simplement pour dire qu'aujourd'hui, les villes ont pris le relais des États. Vous avez vu au moment de l'Aquarius, Naples, Valence, Montpellier ont accepté d'accueillir l'Aquarius. Dans un petit village en Italie, il y avait un centre d'accueil de migrants. Et quand il a été retiré, le maire a dit non, remettez-le parce que ça mettait de la vie dans le village. Bien, en Bourgogne, par exemple, François Patria a des expériences d'accueil des étrangers dans des petits villages ruraux. Et combien de villages de Dordogne ou de Creuse seraient revitalisés par cela ? Par ailleurs, il faut que l'État fasse des choix assumés, mais je n'y reviens pas. En conclusion, la révolte peut arriver à la fois dans les pays développés, parce que les populations se sentent abandonnées et avec une perte d'identité par des pouvoirs qui n'assument pas leurs choix et n'appliquent pas la loi. Et la révolte peut arriver dans des pays en voie de développement, s'ils voient des murs s'établir
Et ils ont avec la télévision une vitrine sur un magasin dans lequel ils ne pourront jamais rentrer. Donc je crois qu'il faut éviter que les citoyens des pays développés ne ressemblent au dernier homme de Nietzsche. Vous savez, ce citoyen qui est préoccupé de lui-même, indifférent au sort des autres, ayant abandonné toute idéologie et tout engagement fort. Un citoyen rassasié, qui voit son désir de reconnaissance satisfait et n'a plus ni désir ni raison, avec une existence guidée par la satisfaction de petits plaisirs, rendant son existence plus confortable. Cette attitude est suicidaire. Le politique doit se saisir du sujet des migrations en ayant donc la volonté d'avoir ce cadre éthique et des applications adaptées à chaque situation locale. Pour résumer ce propos évidemment très concentré, je dirais qu'il faut refuser la peur de l'autre et respecter un équilibre entre l'égale dignité, d'une part, de ceux dans les pays développés, notamment les classes moyennes, qui ont peu et qui ont peur de perdre tout, et ceux dans les pays en voie de développement qui n'ont rien et rêvent d'avoir un peu. Et je renverrai à la notion du timos de Platon qui est évoquée par Francis Fukuyama dans ses travaux sur la fin de l'histoire, où il dit « Le principal désir des humains, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il dit aujourd'hui qu'il s'est trompé sur la fin de l'histoire, parce qu'il n'avait pas apprécié à quel point c'était un désir crucial, c'est le désir de dignité. Et lorsque les humains ne se voient pas reconnus de leur dignité, dans les pays en voie de développement comme dans les pays développés, ça les pousse à la colère, à la guerre et au conflit que nous voulons éviter. » Merci Augustin. Alors, le débat le plus important des rencontres, on n'a plus que 5 minutes à vivre. Donc, je propose de prendre une ou deux questions dans la salle. La première ici, qui est le premier bras qui s'est levé. Après, on prendra monsieur là-bas. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Mesdames et messieurs, bonjour. Hier, monsieur le Premier ministre a cité l'Odyssée, cette histoire d'hommes et de femmes qui se sont perdus sur les mers et qui sont restés interminablement affrontant moultes épreuves. Mais il s'est bien gardé de citer la décision de son gouvernement de ne pas accueillir le bateau l'Aquarius. Vous, Madame Nicolini, vous me rendez fier d'être européen et vous me donnez envie d'immigrer en Italie. Et j'ai honte aujourd'hui d'avoir un Premier ministre qui refuse un bateau où des gens meurent de faim et meurent de maladie. Ma question, elle porte plutôt vers l'Europe, du coup, parce que j'ai foi en l'Europe. Je suis jeune étudiant, un jeune, et les jeunes aujourd'hui ont foi en l'Europe, je pense. Modestement, à Clermont-Ferrand, à l'école de droit, des professeurs et des étudiants ont créé une clinique des droits pour aider les personnes en demande d'asile. Modestement, dans la petite commune corrézienne où j'habite, nous avons accueilli 10 réfugiés, j'ai même honte de dire le nombre. Est-ce que, comme vient de le dire Monsieur de Romani, est-ce que c'est pas au local et est-ce que l'Europe ne doit pas aider le local pour résoudre cette crise? Merci. Monsieur Danielson. Oui, je crois que vous avez raison. Maintenant, je parle d'une expérience suédoise. Je crois que nous avons tous ces différentes expériences. Ce local est essentiel. Et c'est la solidarité locale qui crée aussi la possibilité d'intégration, si ça marche bien. Est-ce que l'Europe a un rôle à jouer? Moi, même c'est mon point de vue personnel, je crois sur la question de l'intégration, qui est plutôt le cause. Là, mon point de vue est que ça, c'est plutôt national. Il faut être fait dans chacun des pays. Ce n'est pas l'Europe qui va dire à Suède ou en France comment faire pour l'intégration. Mais l'Europe pourra donner un soutien économique pour le faire. Et si vous regardez dans la proposition qui a été faite par la Commission récemment sur la prochaine perspective financière, vous voyez que ça, c'est une approche qui est prise dans ce qu'on appelle les fonds structurels. C'est une aide, c'est un soutien nécessaire. Une question, monsieur, là-bas. Très courtes les questions, parce que plus elles sont courtes, plus on aura le temps d'en placer. Ce qui me frappe, c'est que personne n'a parlé du problème de fond qui est la démographie. Parce qu'à long terme, c'est la démographie qui commande. Et alors, si on est dans la situation actuelle, c'est à cause des erreurs de politique démographique. D'un côté, en Afrique, l'absence de politique familiale, et en Europe, une absence de politique familiale. Le résultat, c'est que les générations ne sont renouvelées qu'à un tiers. Alors, est-ce que
à long terme, est-ce qu'on veut revenir sur les erreurs démographiques qui ont été faites jusqu'à présent? Monsieur le ministre. Il a raison. J'ai abordé au demeurant la variable démographique, qui est une de nos stratégies au Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent, dans le cadre de la formation. L'éducation d'abord de base, la scolarisation des filles et leur donner la chance de poursuivre leurs études. Deuxièmement, au niveau santé, santé de la reproduction, santé familiale, lutte contre la mortalité infantile, l'accès aux femmes à la terre, l'accès aux femmes au crédit, l'accès aux femmes à l'eau et au programme d'assainissement. Et c'est pourquoi hier, en toute confiance, j'ai dit, au Sénégal, nous n'aimons pas parler d'aide, parce que l'aide renvoie toujours aux généreux qui aident le pauvre, alors que l'Afrique est riche. L'Afrique est riche de ses terres, l'Afrique est riche de ses eaux, l'Afrique est riche de son soleil. Il faut tout simplement des leaders comme le président Macky Sall qui choisissent une bonne route à travers un modèle cohérent. Compter sur nous-mêmes d'abord, s'ouvrir à des coopérations comme l'Union européenne. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, l'Afrique et l'Europe, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et comme le disait Smith dans son livre, ce qu'il faut éviter. Éviter une Europe à tout prix qui cherche à conserver son âme pour ne pas la perdre, et une Afrique qui cherche à tout prix à démontrer qu'elle en a eu. Une dernière question. Madame. Oui. Bonjour, je suis Ivy Lang, membre du collectif Agir d'Aix-en-Provence qui accueille et soutient les migrants. Je voudrais d'abord vous rappeler que grâce à l'action d'Éric Héroux, la fraternité a été reconnue comme valeur constitutionnelle dans la Constitution française depuis moins d'une semaine. D'autre part, je voudrais savoir comment justifier le fait de traiter, je mets beaucoup de guillemets, de traiter la rétention des migrants à des pays dans lesquels nous n'avons aucune confiance, puisque la Turquie n'est pas acceptée dans l'Union européenne à cause de son manque de démocratie. Et je ne parle pas de la situation en Libye, dans laquelle Madame Nicolini a bien souligné que les gens qui en sortent sont soit torturés, soit violés quand ils ne sont pas morts. Je voudrais savoir quelle est l'attitude logique de l'Union européenne dans cette position. Monsieur Danielson, très rapidement, et un dernier mot d'Olivier Pastré. Oui, très rapidement. En ce qui concerne la Turquie, sur la question des réfugiés syriens, il faut reconnaître la solidarité que la Turquie a montrée pour cette groupe, les 3,5 millions. Ouvrons les services de santé, et faire des efforts pour l'éducation, dignité en réalité, et aussi ouvrir d'une certaine manière le marché de travail. Nous, de notre côté européen, on a soutenu la Turquie, pas la Turquie, mais les réfugiés syriens. On a soutenu les réfugiés syriens en Turquie, et je crois que ça, c'est une chose qui a été très importante. En ce qui concerne la Libye, vous avez tout à fait raison, très difficile. Je crois que ça que l'Union européenne pourra faire, c'est de, encore une fois, soutenir les migrants et les réfugiés qui sont là, les donner la possibilité d'avoir un accès de différents services, mais aussi donner l'opportunité pour eux d'avoir la possibilité d'avoir sa cas pour protection internationale et qu'est-ce que je dis, tried. Hein? Et troisièmement, d'ouvrir aussi la possibilité pour ceux qui vont retourner du pays d'origine. Juste pour vous informer, dès novembre, nous avec l'Organisation internationale de migration, 25 000 migrants qui sont strandés dans Libye ont fait le retour de ce pays d'origine. Olivier, pour conclure, malheureusement, on le doit, quelques mots. Oui, très court. Première proposition, c'est qu'on supprime la prochaine table ronde et qu'on reste là encore une heure à parler de ce sujet, parce qu'il est quand même essentiel. Mon boulot, c'est de faire des propositions, encore une fois, pour alimenter la déclaration finale des rencontres. Je fais 4 propositions qui ont été évoquées plus ou moins dans les discussions
de cette table ronde. Un, financer massivement et mettre en œuvre une réforme des systèmes éducatifs dans les pays faiblement développés du Sud. 2, redéfinir les mécanismes d'aide au retour. 3, revoir de fond en comble les modèles de financement des PME et des TPE dans les pays d'émigration. 4, refonder les accords de Dublin. Et dernièrement, 5, doubler très vite les moyens de Frontex. J'en rajoute une, c'est de nommer Christian Danielsson et Giusy Nicolini patrons de l'Europe pour les 5 ans qui viennent. Voilà. Bravo. Però posso dire solo una cosa velocissima. Oui. Che nessuno di voi ha detto bisogna ridurre la vendita delle armi verso questi paesi. L'Italia ha incassato l'anno scorso di vendita di armi 14 miliardi di euro e poi mi vengono a dire sì, ma diamo gli aiuti alla cooperazione, dai 200 milioni di aiuto alla cooperazione e poi incassi 14 miliardi di euro e vendi le armi che serviranno a produrre altri profughi, altri rifugiati, altri migranti che poi chiameremo clandestini. E un'ultima cosa volevo dire, è vero che tu dici mi vergogno di essere francese, io ho detto mi vergogno di essere italiana, però dobbiamo trovare noi dei motivi non solo per sperare, ma per nutrire aspettative di cambiamento reale. E questa sentenza che citava la signora è bellissima, perché dice il concetto di fraternità conferisce la libertà di aiutare gli altri per scopi umanitari senza tenere conto della legalità o meno della loro permanenza sul territorio nazionale. La solidarietà non è più un reato, perché lì volevano arrivare, a partire dall'Aquarius, a finire col contadino francese, volevano non solo farli morire in mare, perché attenzione, i naufragi e le morti sono un modo per calmierare i flussi, non si può dire con la chiarezza con cui lo dico io, ma è questa, è un disegno lucido, non è un incidente di percorso il naufragio su quei gommoni. 1. 2, lasciarli in Turchia, l'Europa c'ha, tutto il continente europeo c'ha la metà dei rifugiati politici che in questo momento sono in Turchia. Ma perché dobbiamo pagare la Turchia se, come dice quel signore, noi abbiamo bisogno, perché il calo demografico è drammatico? A Salvini nei giorni scorsi, un altro elemento di speranza per me, per l'Italia, ha fatto eco il presidente dell'ente previdenziale pubblico del nostro paese, che chiaramente si è giocato il posto, perché Salvini gli ha detto subito che lo caccia, ma lui ha detto il calo dei migranti. Ho fatto una proiezione da qui ai prossimi 20 anni sulla base della diminuzione del numero di arrivi in Italia. Noi fra pochi anni non potremo più pagare le pensioni, perché il rapporto sarà un lavoratore e un pensionato. E dunque ne abbiamo bisogno, ma che cosa vuole questo sistema mostruoso? Invece di combattere la tratta di esseri umani, si combatte la solidarietà, invece di combattere l'irregolarità si fomenta il caporalato e lo sfruttamento e il lavoro nero nelle campagne, nelle aziende, dappertutto. Quindi non è vero che l'Europa non ha una politica migratoria, ce l'ha, ed è una politica di morte e sfruttamento. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette table ronde. Merci beaucoup.